Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel entretien Surdouessance. J'ai le plaisir de recevoir Wang Sa. Donc, Wang Sa, il est artiste et puis il est aussi thérapeute. Il va nous en parler plus en détail tout à l'heure. Et puis, son activité d'ailleurs de thérapeute est liée à l'art puisque c'est beaucoup de l'art-thérapie. Alors, bonjour Wang Sa, merci d'être avec nous. Bonjour Alban, merci de m'accueillir. Et donc, voilà, ce qui fait qu'il t'a Enfin, ce qui fait qu'on a échangé comme ça dans le cadre de Surdouessance, c'est un peu la découverte de ton haut potentiel, de l'hypersensibilité, comme ça. Donc, toi, ça s'est passé comment, en fait, pour cette découverte? En fait, ça remonte à… j'avais à peu près 12 ans. À l'époque, je viens d'entrer, je pense, ou je suis en deuxième secondaire, un truc comme ça. Et j'avais la fibre artistique depuis toujours. Donc, je me souviens pas d'une première fois où je dessine. J'ai l'impression d'avoir toujours dessiné, par exemple. C'est un truc, je me vois tout le temps avec un crayon en main, avec un cahier, avec des cahiers à remplir. Et, euh, et donc, ça s'est fait un peu de manière un peu détournée comme ça. Euh, je venais d'entrer dans cette école secondaire et je m'y plaisais pas du tout. Donc, je me sentais complètement décalé, complètement en marge. Euh, à l'époque, dans le contexte où j'étais et avec ce que je savais, euh, tenter qu'on puisse savoir des choses quand on a 12 ans, mais je mettais ça beaucoup sur le compte du fait que c'était une école assez élitiste, à vocation religieuse. Donc, il y avait un contexte très strict, assez axé sur la religion. Je me sentais venir d'un milieu ouvrier et je sentais bien que tout autour de moi, c'était plutôt des personnes issues de la bourgeoisie. Et toutes ces choses-là faisaient que je me sentais assez décalé, plus le fait aussi que, en fait, quand je suis arrivé là, j'ai eu presque l'impression d'une arrivée en prison. Ça paraît mais en clair, j'ai eu l'impression que j'arrivais dans un climat très austère et que ça correspondait pas du tout, et de par les gens et de par ce qu'on y faisait, à ce que je voyais pour moi. Et par exemple, c'était clair que déjà à ce moment-là, pour moi, le dessin, l'aspect artistique avait une place hyper importante. Donc, quand on m'inscrit dans cette école et je passe les premiers mois, je me demande ce que je fous là. Donc et surtout, il y a un peu une espèce de réaction à l'intérieur qui dit, mais non, moi, je veux pas être là. Et une double réaction. Donc la réaction, déjà, je me vois dessiner, pas faire des maths ou du français. Et en plus, pas là. Surtout pas là. Mais tu Et avais des donc, très bons résultats quand même en fait, dans les scolaires? j'étais dans la bonne moyenne en primaire. Mhm. Mais j'étais ce genre d'enfant qui s'en sort bien sans en toucher une, quoi. Ce qui a un peu changé en secondaire, puisque là, il faut quand même un minimum travailler. Et donc là, je m'en sortais, mais c'était un peu plus difficile. Mais donc, j'avais pas, en tout cas à première vue, j'avais pas le profil du bon élève qui s'en sort bien et qui réussit dans toutes les branches. Et, euh, et donc, je fais un peu du forcing. Donc, à l'époque, je vivais avec ma mère et mon beau-père. Et je fais un peu du forcing pour changer d'école, pour dire, ben non, moi, je dois aller dans une école où je peux dessiner, où je peux faire des choses artistiques. C'est pas pour moi, je me sens pas bien là, il faut que j'aille ailleurs. Et avec le recul, quand je réfléchis, quand je pense au personnage,
je m'étonne d'avoir réussi à arriver à mes fins, puisque mon beau-père me dit, OK, on va aller discuter de ça à l'école. On va aller en parler avec eux à l'école et voir ce qu'eux, ils en pensent. Voilà, d'une éventuelle réorientation vers une école artistique ou plus technique en tout cas. Et donc moi, je suis presque euphorique. Je suis presque, je me dis, wow, ça y est, la libération n'est plus très loin. Sauf qu'il, ben voilà, donc on discute avec le directeur et il y a un truc que je n'avais pas du tout prévu. Pourtant, j'étais conscient d'avoir passé un test. Donc, on avait fait passer des tests dans toute l'école, à tous les élèves. À tous les élèves? Ouais. Et quand j'y réfléchis, et quand je réfléchis au contexte de l'époque, ça correspond bien à la mentalité de l'école. Oui, élitiste. Ce côté un petit peu, voilà, nous, on va faire des petits génies, quoi. Mais c'est quelque chose de rare, ça, parce que j'ai pas entendu, surtout que c'était dans les années. Ben, j'avais 12 ans, donc je dirais que c'était aux alentours de 86, 87. Par Ouais, là. je sais pas, c'était déjà assez rare de passer des tests à Ouais. l'époque. Alors, une école qui fait passer tout. Ouais, Maintenant, je t'avoue que moi, je sais, quand je passe les tests, j'ai aucune idée de ce que c'est. ouais. Je passe les tests et voilà, je l'ai fait. Et après coup, j'ai regretté de les avoir, de m'être de les faire. Mais bon, voilà. Et donc, ben voilà, on se présente dans le bureau du directeur. Moi, donc, on évoque un peu ben, mon sentiment et ce que je voudrais faire. Et quand on a terminé d'exposer tout ça, le directeur nous dit ah ben, moi, j'ai quelque chose d'autre à vous annoncer. Et donc, il nous parle de ces fameux tests de QI qui ont été faits par un centre PMS. Et donc, il nous dit bah, moins que ça, il a obtenu de très très hauts résultats. Donc, il a un QI très au-dessus de la moyenne. Et donc, je pense qu'à l'époque, le terme qu'il a utilisé, c'était surdoué. Oui. Je connaissais le terme, mais ça ne s'accrochait à rien pour moi. Et ça sonnait faux, puisque dans mon esprit, la vague image que j'avais d'un surdoué, c'était les gamins qu'on pouvait voir à la TV qui pouvaient résoudre des problèmes mathématiques vertigineux ou faire décoller un avion sans même avoir jamais appris à piloter, ce genre de truc. Ou ça, en tout cas, le gamin qui réussit tout à l'école et qui s'en sort partout. Et donc, ce n'était pas moi. Et non seulement, donc ça sonne faux pour moi parce que ce n'est pas moi, mais en plus, je ne m'attends pas à ce truc puisque je sais ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire, et d'ailleurs, le directeur en chaîne, il dit, et donc, ce serait un peu bête de directement diriger Wangsa vers des études, entre guillemets, plus faibles. Donc, ça, c'est un petit peu voilà, Ouais. c'est un petit peu ce qui ressort de là. Et donc, il essaie de convaincre mon beau-père que ce serait une grave erreur de ne pas exploiter mon potentiel. Euh, et, et donc voilà. Et donc du coup, je l'apprends comme ça. Oui, Et on ne pouvait pas faire plus voilà, négatif, quoi. Ça veut dire, au contraire, c'est ce qui t'empêche d'aller vers ce que tu veux et tout ça. exactement. Et ça me met directement dans une espèce de résistance, en fait. De Je comprends résistance. bien. Ça veut dire que je vais subir la décision, puisque la décision, ça va être tu vas rester là au moins durant la durée de tes études secondaires, et après, on verra si on bifurque vers quelque chose de plus artistique. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, ça va se passer comme ça. Et donc, c'est un peu, voilà, pour moi, c'est la douche froide, c'est la double peine, quoi. Euh, et donc, je me mets vraiment en résistance de tout ça. Je me mets en résistance de l'école. Donc, ça veut dire que
Là où je ne faisais pas grand-chose, mais je m'en sortais bien, avec le recul, je me rends compte que je me suis carrément saboté. Ça veut dire que je faisais tout pour ne pas être le bon élève, quoi. C'était vraiment quelque chose… ou alors je le faisais, si parfois je réussissais, je le faisais toujours avec une espèce de rebellitude et j'allais chercher mon sens dans le fait que j'ai réussi quelque chose. Mais du coup, voilà, l'annonce, elle est, elle est un peu, voilà, pas du tout positive pour moi et surtout, en fait, j'accueille pas du tout, j'accueille pas du tout la nouvelle d'être au potentiel, quoi. Donc ça veut dire que pour moi, soit c'est faux, soit même si c'est vrai, comme ça me rend pas service, je veux pas le voir, quoi. Moi, je regarde pas ça. Et ce qui est fou, c'est que ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Et ça va me… Allez, on va dire, ça va compliquer encore plus mon parcours de haut potentiel et d'hypersensible, ça, je vais découvrir plus tard encore, puisque je vais dire, je vais systématiquement… comment je dirais ça? Je vais dire ça. Je vais systématiquement me trouver de bonnes excuses pour me dire non, c'est pas ça. Et donc à chaque fois, je vais que quelque chose, par exemple, peut me montrer dans ma vie que oui, effectivement, je suis peut-être bien au potentiel. Oui, effectivement, j'ai peut-être bien des différences au niveau de la sensibilité. Ben, je vais toujours me chercher des contre-preuves. Je vais toujours modifier mon comportement pour ne pas aller dans le sens de cette annonce, quoi, et aller dans le sens de, voilà, du fait que je sois, oui, bien au potentiel, quoi. Et ça va durer longtemps. Ben oui, mais l'avoir appris comme ça, tu t'imagines, enfin, non, tu espères quelque chose de génial qui te correspond et tout, de ce dont tu rêves, et puis on t'annonce ça comme, ah bah non, bah, tu ne l'auras pas parce que c'est très sympa, hein, Mais comme après, rapport. et alors qu'on me l'annonce d'une manière, j'ai envie de dire, plutôt flatteuse, hein. Donc, Ah bah oui, oui, avec cette mais connotation du avec leur sublimé, logiciel, avec la logiciel de la personne le logiciel de la personne qui te l'annonce, mais avec le oui, tien, c'est pas. voilà, c'est ça. Vraiment, ouais, tu ne te rends pas compte. Voilà, tu as un outil formidable Mm. en toi et donc il faut bien l'utiliser. Mm. Et donc, du coup, moi, je le prends de l'autre côté. Et donc, je me dis, en gros, ben, l'art, c'est pas bien utiliser les choses. Avec ma perception de gamin de 12 ans, hein, bien sûr. Mais je me dis, Mm. waouh. Bah, c'est ça qui est triste, oui, c'est qu'en plus, on ne peut pas penser que de ce haut potentiel, tu peux faire vraiment quelque chose d'exceptionnel justement dans l'art. On va penser que non, tu vas forcément le faire, comme tu disais Ouais. tout à l'heure, en français, mathématiques et tout ça, puis que l'art, c'est pour les. Enfin, c'est triste, cette vision des choses, où l'art, ça serait plutôt pour ceux qui sont moins intelligents, c'est ça l'idée? Enfin, Et maintenant, encore une fois, ça correspond à l'image, en tout cas, à l'époque, qui se dégageait de cette école, quoi. oui, C'était, oui, les artistes, c'était des saltimbanques, quoi. Voilà. oui. Voilà. Et je sais que j'ai un vague souvenir que d'une rare fois où on a fait appel à moi dans cette école pour mes talents de dessin. Mais je me suis vraiment senti utilisé. Il y avait vraiment ah oui, oui, bah lui, il dessine bien. Mais il n'y avait pas vraiment de réel enthousiasme ou envie de vraiment de créer quelque chose ou de trouver quelque chose d'inspirant à faire ça. Non, c'est juste parce qu'on avait besoin de quelques dessins
pour illustrer un événement bien particulier, et c'était tout. Enfin, voilà, c'était tu peux faire ça? Oui, fais ça. C'était pas Mais valorisé. voilà, c'est ça. Et je me suis vraiment pas senti valorisé du tout. Et voilà, ça a été. J'étais en conflit avec ça. Donc, moi, j'ai fait un rejet et de manière très adolescente, j'étais dans la rébellion dans tout ce que je faisais. Je dessinais au cours, je faisais le petit malin. Enfin, je vais dire, voilà, tout ce qui était possible pour ne pas rentrer dans cette image qu'ils avaient du petit surdoué, de l'excellence estudiantine. Voilà, je faisais tout pour sortir de là et voilà. Et donc, mais c'était douloureux, quoi. C'était douloureux pour moi, en fait, puisque c'est être en lutte tous les jours. C'est se lever tous les jours en se disant, je vais là, mais ils ne me connaissent pas et je ne les connais pas, on ne s'accepte pas vraiment. Et donc, oui, c'est douloureux, quoi. Ouais, mais en plus, dans le rapport à soi, c'est un peu, ouais, c'est perturbant parce que ça devrait être quelque chose qui pourrait, enfin, le fait d'apprendre comme ça qu'on est potentiel, ça pourrait être quelque chose d'apprendre à mieux se connaître ou tout ça. Mais là, c'est quelque chose qui va à l'inverse de ce vers quoi toi tu tends, Ouais. au sens de toi. Donc, c'est comme si ça se plaçait au contraire, au lieu d'être une aide ou tout ça, c'est au contraire, c'est un obstacle vers la réalisation de toi, de ce qui est en toi. Donc, Et c'est ce qui s'est passé, hein, parce qu'en fait, je me suis, je me suis, allez, vraiment recroquevillé, en fait. J'ai senti, même si je continuais à dessiner, je continuais à, entre guillemets, nourrir mes rêves, mais avec toujours une espèce de dualité comme ça, et de complexe, euh, dans le sens où euh, il y avait quand même une part de moi, de par ce message de cette école ou ce message de mon beau-père, qui était aussi, lui, aussi très dans une optique euh, dessiner, c'est pour s'amuser, la musique, c'est pour s'amuser, mais les études, ça doit être quelque chose de sérieux. Donc, sous-entendu, ben, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux, même si on fait des études en musique ou si on fait des études en art, ça ne peut pas être sérieux, quoi. Et donc, il y a malgré tout chez moi, donc, même si je continue à faire des choses, euh, je, je me planque un peu. Donc, ça veut dire que j'assume pas toujours complètement tout. Euh, Même si j'ai ce rêve, toujours d'y aller quand même. Et d'ailleurs, euh, je, donc je, au terme donc de mes études secondaires, je vais quand même m'inscrire aux Beaux-Arts, quoi. Et, euh, et là, donc, pareil, j'ai une attente assez bouillonnante. Je me dis, ça y est, ce coup-ci, voilà, je vais me retrouver parmi les miens. Je vais côtoyer des gens qui vont comprendre, qui vont savoir, et je déchante. Et je déchante là aussi. Et là aussi, je me sens en décalage. Pour diverses raisons que je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Je fais quand même de bonnes rencontres, que ce soit des rencontres humaines, mais aussi des rencontres artistiques. Donc, ça veut dire que ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Et encore maintenant, je me rends compte, ça, ces années m'ont apporté beaucoup. Mais je déchante quand même parce que et là, c'est plus ma sensibilité qui va me revenir dans la face, si je puis dire. C'est parce que naïvement, je ne sais pas, je m'attends à trouver à ne trouver que des gens comme moi. Donc, ça veut dire que des gens comme moi, je, même si je ne l'avoue pas ouvertement,
à l'intérieur, je sais, en fait, là, je commence à me faire une raison. Je sais que je suis à fleur de peau. Je sais que un rien peut m'amener très haut et puis très bas. Enfin, toutes ces choses-là, plein de choses peuvent m'animer et donner des émotions exacerbées. Et finalement, je croise peu de personnes comme ça. Mais tu dis naïvement, mais il y a plein de gens qui pensent que parmi les artistes, il y a une grande majorité d'hypersensibles, hein. Donc, Mais je sais pas, je peux pas dire là avec le recul si j'en ai croisé sans le savoir, si le fait qu'on en, à l'époque, peut-être, c'est des choses dont on parlait pas vraiment. En fait, moi, allez, c'est juste des choses que je constate au jour le jour, en fait. C'est un petit peu comme si je fais des choses ou je dis des choses et je vois bien que mes interlocuteurs, qu'ils soient bienveillants ou pas, il y a une incompréhension chez eux. hmm. Il y a quelque chose de décalé chez moi qu'ils ne comprennent pas toujours. Je ne dis pas que tout n'est pas compris, mais en tout cas, il y a des moments où je me sens vraiment euh, encore plus seul. Enfin, je veux dire, dans le sens où il n'y a rien de pire, c'est ce qu'on dit souvent, il n'y a rien de pire que d'être seul quand on est entouré de beaucoup de monde, de se sentir seul que quand on est entouré de beaucoup de monde. Et donc, c'est un peu ça le retour de manivelle que j'ai à ce moment-là, c'est-à-dire que j'attends ce moment où je vais me retrouver avec les miens pendant des années, et là, je me sens vraiment très seul parce que, sauf à de rares exceptions, je croise rarement des gens où j'ai l'impression que, ouais, il y a des points communs. Et quand j'arrive là, je suis entouré de plein de gens. Et oui, il y a de la sensibilité, mais pas forcément la même que la mienne. Ou en tout cas, une sensibilité qui peut accueillir la mienne si facilement que ça. Et donc, du coup, je suis. Voilà, c'est une double déception de nouveau, quoi. Donc, oui. Et, et ça va participer, je pense, à m'éloigner de l'art pendant plusieurs années, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est presque comme une espèce de couperet comme ça qui est tombé, qui m'a dit, tu vois, c'est pas par là. C'est pas par là qu'il faut aller. Donc maintenant, allez, sois sage, remets-toi dans le chemin, entre guillemets, conventionnel. Reprends, reprends le chemin de la raison, quoi. Et, et je pense que c'est là que je vais faire les pires erreurs de ma vie. Ça veut dire oui, que je vais me mentir à moi-même, quoi. Donc ça veut dire que je vais un peu étouffer toute ma sensibilité, tous mes besoins artistiques, toutes ces choses-là, je vais les mettre en veille, les mettre dans une bulle, quoi, fermée, à clé. Et, et je pense que oui, que ça a été un peu néfaste, je vais dire. Ouais. Pas Et très positif pour l'instant. Mais tu avais une représentation, en tout cas, de ce qui était conventionnel, comme tu disais. Enfin, Oui, tout y prêtait. Et pourtant, ce qui est fou, c'est par exemple que même dans mon milieu familial, euh, par exemple, mon grand-père dessinait. Il a dessiné, il a fait un peu de modelage, enfin, toutes ces choses-là. Et je m'en suis rendu compte qu'il y a très peu de temps, mais voilà, en tant qu'enfant ou qu'adolescent, je le captais pas vraiment de manière, je veux dire, claire.
Mais en fait, il avait déjà cette dualité-là en lui. Donc, c'est-à-dire que, et je l'ai su plus tard parce qu'il m'avait raconté quelques histoires sans aller aussi profondément que moi je le fais maintenant d'un point de vue intellectuel ou philosophique, mais en lisant entre les lignes, je m'étais rendu compte que il s'était interdit comment une vie vers l'art aussi. Donc ça veut dire, il venait d'un milieu ouvrier, il fallait aller quitter très tôt l'école pour aller bosser, pour gagner sa croûte. Et voilà, on avait toujours fait comme ça, donc il a fait comme ça. Et donc même lui, en tout cas, même s'il m'encourageait parfois quand il voyait ce que je faisais artistiquement, il avait toujours un regard et en tout cas des échanges modérés avec moi, avec une certaine mesure. Je ne sais pas comment le traduire, mais donc c'était un petit peu comme si il me félicitait, mais en même temps il me disait, mais tu sais, voilà, c'est juste un dessin, quoi. Et si lui avait expérimenté ça, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, il vaut mieux pas aller par là, quoi. Mais c'est bien, hein, on peut le faire pour se distraire, quoi. Donc voilà, même dans le milieu familial, voilà, ça n'a pas été vraiment encouragé, quoi. C'était pas quelque chose de. euh, et donc, j'ai bifurqué entre guillemets vers une vie plus dans la norme et en me disant que j'allais un peu mettre de côté mes, mes rêves, quoi, mes ambitions, oui. Et qu'est-ce qui t'a ramené alors à l'art et à ton essence un peu? Je pourrais pas, je pourrais pas dire précisément. Malheureusement, il n'y a pas eu une espèce de déclic comme ça, une espèce de lumière divine qui me réveillait, mais en tout cas, il y a eu une grosse crise dans ma vie. Donc, pour faire court, c'est mon premier divorce, mon divorce, quoi. Et donc, ça chamboule beaucoup de choses. Je suis à ce moment-là, je pense que j'arrive à la trentaine, où je vais y arriver. Et donc, depuis que j'ai quitté les Beaux-Arts, je me suis appliqué, comme je t'ai dit, à revenir dans la norme. Donc, je me suis trouvé un boulot, donc une espèce de sécurité. Je me suis marié, j'ai acheté une maison. Bien dans les clous. Ouais, je fais comme tout le monde, quoi. J'achète une voiture, j'ai un prêt hypothécaire, la sécurité, et je deviens papa. Et, mais donc, le mariage tourne un peu en rond et donc même ça, en fait, à un moment donné, ça m'échappe. Donc je me dis, voilà, à ce moment-là, j'ai pas le recul du tout et je me dis, en fait, même quand je fais ça, ça fonctionne pas. Et donc je suis une thérapie. Je commence à suivre une thérapie à ce moment-là. Et Et celle-là, en fait, c'est un petit peu, j'y vais parce que j'accepte pas certaines choses, j'accepte pas que ma femme m'ait quitté, j'accepte pas de plus être avec mon enfant, etc. Donc, en tout cas, moi, je me donne ces raisons-là pour aller consulter. Je me dis que je suis perdu, mais réellement, je suis pas encore le centre de mes préoccupations. Mais c'est dans cette thérapie que malgré moi, je vais un petit peu être
remis devant certaines choses qui ressortent de là où je les avais enfermés, donc c'est-à-dire le haut potentiel, la sensibilité, enfin toutes ces choses-là, quoi. Et donc tout doucement, mais encore une fois, c'est très graduel, hein, je reste encore un peu avec ma carapace et donc tout doucement, euh, je, je m'ouvre. Je m'ouvre un petit peu et en tout cas, la première étape, c'est que je m'informe. Donc, je commence à lire, même si je suis toujours sur la défensive. Et je suis toujours en me disant, ouais. Et je commence à lire et à m'intéresser à tous ces sujets. Mais alors, il y a un livre en particulier qui change vraiment la donne, je pense. Ouais. C'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Oui. Et là, c'est un peu la claque, en fait, parce que je lis ce bouquin et c'est un peu comme si donc tu lis le bouquin et tu te dis attends, mais comment elle me connaît, elle Madame Christelle Petit-Colin, elle me connaît d'où? Comment elle peut écrire un bouquin sur moi? C'est un bouquin sur moi, en fait. Elle a écrit un truc sur moi. Elle me décrit chapitre après chapitre et c'est voilà, c'est chapitre après chapitre, c'est une claque. Et c'est l'évidence, quoi. Et surtout, parce que je suis quand même un peu familiarisé au sujet, encore à cette époque-là, et surtout, ce qu'elle décrit dans ce bouquin et ce qui va être décrit dans les autres bouquins que je vais lire ensuite, c'est tous les écueils, en fait. C'est tout le mal-être qui peut découler d'un haut potentiel et éventuellement d'une haute sensibilité. Et là, voilà, entre guillemets, tout s'éclaire. Et je commence à avoir des réponses à des questions que je me pose depuis 30 ans. Et je me rends compte, par exemple, que je me sens pas décalé dans une école uniquement parce que c'est une école avec des élèves qui sont issus de familles bourgeoises, parce que c'est une école élitiste. En fait, je me rends compte que je me sens décalé partout. Et souvent, et dans beaucoup de milieux et dans beaucoup de domaines, et que voilà, que c'est difficile pour moi de parler à quelqu'un et d'avoir l'impression de parler la même langue que lui. Souvent, trop souvent, et c'est seulement là que je m'en rends compte. Je me rends compte aussi de mon décalage, même dans l'enfance. Plein de choses que étant enfant, je comprenais pas du tout. Parce qu'en fait, ce décalage-là, il s'est fort marqué dans cette école secondaire, mais il était déjà là et à l'école maternelle et à l'école primaire. En fait, j'avais l'impression que je regardais toujours le monde comme un spectateur. Ce qui ne m'empêchait pas d'en être acteur parfois, mais le plus souvent, j'avais un regard extérieur comme ça, avec tout ce que ça a impliqué, une chose que ça a mis en avant aussi et qui m'a posé plein de problèmes, notamment durant ma scolarité, c'est le rapport qu'un haut potentiel ou un sensible peut avoir avec l'autorité. Surtout quand l'autorité ne lui semble pas légitime. Et, sauf que, voilà, quand on est ado et que forcément, avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'adolescence, on va dire c'est juste un ado rebelle, quoi. Alors que ça a provoqué parfois chez moi des crises assez fortes parce que j'avais l'impression de me retrouver devant des injustices et donc ça prenait des proportions assez incroyables. Et finalement, ce qui me déroutait le plus, ce n'était pas la proportion que pouvait prendre une crise que je vivais, mais c'était parfois le côté
presque impassible des autres autour. Oui, je connais bien ça. Voilà, ça veut dire. Et là, c'était dur parce que forcément, tu te dis, si ils sont 15 et que eux, ils bronchent pas, mais toi, tu te mets dans un état pas possible, c'est peut-être que toi, tu as un problème. Et en fait, j'ai vécu avec cette espèce voilà, ce truc, cette pensée, tu as forcément un problème, tu as quelque chose qui tourne pas rond. À chaque fois, tu te retrouves dans des groupes et tu es toujours à part, quoi. Et donc, soit tu te muselles, tu joues le masque, ou soit parfois tu es dans tes retranchements, donc tu peux pas, tu laisses quand même sortir le truc, mais de toute façon, tu te sens en porte-à-faux. Et donc, par exemple, la lecture de ce livre, notamment Je pense trop, c'est un soulagement, quoi. Ça ne répond pas à toutes les questions, ça ne dit pas, ben, ok, maintenant, ok, j'en fais quoi de tout ça? Mais au moins, ça te dit, ben, non, tu n'es pas anormal, quoi. Tu n'es pas complètement à côté de tes pompes, tu as juste un fonctionnement différent. Voilà, tu es juste, voilà, tu n'as pas le même moteur qu'eux, quoi. Tu démarres pas comme eux et tu fais pas le chemin comme eux. Et après, c'est toute une histoire de commencer à se dire bah, comment je vais le gérer. Mais en tout cas, Ouais, mais ça. le déclic, c'est ça qui est le plus dur à trouver, quasiment, j'ai l'impression, ce déclic où on se dit que ah ben, Pour on n'est moi, pas oui. anormal, comme tu dis, on est juste différent. Parce que c'est vrai que sinon, on a tendance ou à se trouver anormal ou à dire non, c'est les autres qui sont anormaux, mais Ouais. on a du mal un peu oui, à faire coexister un peu tout ça. Et ça, bon, après, c'est un chemin hein, de le gérer, comme tu disais, mais je pense que le déclic, c'est ça qui est En tout cas, pour moi, la révélation. c'est vraiment c'est le truc finalement qui était le plus difficile à passer. Ouais. Et comme je te l'ai dit, ça a été très lent, puisque finalement, je me mens presque de 0 à 30 ans. Et puis C'est à ça, faut 30 ans, sortir de tout ça, quoi. C'est ça, faut trouver le déclic qui permet voilà. de sortir du fonctionnement qu'on a ressassé et adopté comme ça pendant des années. Mais par chance, après ce déclic, euh, et d'ailleurs, je peux dire que depuis, allez, on va dire à peu près une dizaine d'années, euh, tout est très intense. Tout a été très vite parce que du coup, euh, fort de cette connaissance-là, ben, je me suis dit, ah mais maintenant, il faut que je fouille, quoi. Il faut que je fouille, il faut que j'aille chercher par là. Mais plein de trucs se débloquent. Notamment, par exemple, je me remets à dessiner. Donc, je pense que quand je me remets à dessiner, je n'ai plus touché un crayon depuis une dizaine d'années. À ce point-là? Ah oui, oui. Ah, Mais toi qui es né avec un crayon comme ça, tu as réussi à tout ah oui, arrêter pendant des oui, années. oui. Maintenant, j'ai fait de la musique. J'ai pas lâché complètement. Le créatif, l'artistique. Voilà. Donc j'ai quand même, malgré tout, en tant qu'amateur, euh, j'ai quand même fait de la musique. Et je pense qu'heureusement, parce que, et d'ailleurs, rien que ta tête était parlante, quand tu as dit quoi, pendant 10 ans, tu n'as plus du tout touché un crayon. Et parce que, oui, je comprends la tête que tu as faite, parce que si ça avait été le cas, si j'avais plus touché un crayon, si j'avais plus touché un instrument de musique, je pense que je me serais complètement éteint. Je pense que, oui, là, ça aurait été presque suicidaire, quoi. Mais non, j'ai quand même eu ce truc, donc j'ai quand même fait de la musique. Euh, mais donc, quand il y a eu ce déclic, le dessin est revenu euh, et l'envie de raconter aussi. Euh, Parce que ça, c'est pas un truc oui, que j'ai pas dit, mais je dessinais. Mais même quand j'étais gamin, même à 4 ou 5 ans, je me souviens, j'avais des cahiers
j'empilais les cahiers et donc, évidemment, comme tous les enfants qui dessinent, je recopiais mes personnages favoris. Donc, à l'époque, c'était Goldorak, Albator, toute l'invasion du Japon. Là, et donc, je gribouillais des cahiers complets. Et donc, la première étape, c'était ça, c'était de digérer ça et de le retranscrire. Mais très vite, j'ai fait mes propres histoires de Goldorak, quoi. Donc, j'ai commencé à dessiner mes histoires de Goldorak, mes histoires d'Albator, etc. C'était presque intrinsèque, quoi. Il fallait. Et donc quand j'ai un peu plus que la trentaine et que je me remets à dessiner, ben, je me remets à faire de la bande dessinée. Oui, donc du texte. Mais quand tu étais enfant, tu y avait aussi du texte? Je faisais Oui, du texte, même si l'essentiel tenait sur le dessin, quoi. Oui. Et mais il y avait du texte aussi. La bande dessinée a très vite eu une importance pour moi, quoi. La lecture, tout court, aussi. J'ai lu très tôt aussi. Par contre, je me suis senti moins à l'aise pour écrire sans avoir le support du dessin avec. Ça, c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. Et donc, je me remets, après ce déclic, je me remets à dessiner. Mais pareil, je ne me sens pas. Là aussi, j'ai des réserves. Par exemple, au début, j'ai envie de faire un livre, mais je ne me sens pas prêt pour le faire seul. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un pour me faire un scénario, ou en tout cas pour co-scénariser. Je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas à l'aise. Et donc, je fais quelques essais infructueux pour diverses raisons, mais à chaque fois, ça ne colle pas. Pas forcément parce que je me retrouve devant des gens pas bien ou parce que moi, je ne suis pas bien, mais c'est que on est, voilà, et un petit peu par la force des choses, je suis un peu obligé, je me sens un peu contraint à écrire seul. Et je me dis, ben voilà, tant pis, je vais scénariser seul et je vais dessiner aussi et on verra bien, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre, ma première bande dessinée. Et c'est en fait, c'est pas juste un livre, parce que pour moi, c'est la continuité du déclic, en fait. C'est-à-dire que non seulement je reprends un crayon, non seulement je recommence à raconter des histoires, mais sans que je m'en rende compte, parce que j'ai pas encore ça en tête. Même si j'essaie de me connaître et que je lis des choses, j'ai pas encore ça en tête réellement. Et ça me vient seulement quand j'arrive au bout du livre, à quel point faire ça, c'est libérateur, quoi. C'est cathartique. Il y a vraiment quelque chose qui sort, quoi. D'une façon assez forte, presque physique sur les fins, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le fait de se rapprocher, de se dire, OK, là, je vais avoir fini ce bouquin, là, alors que j'y crois pas beaucoup, puisque, en fait, c'est très laborieux. Donc, j'ai toujours un emploi alimentaire à cette époque, un emploi dans la norme, on va dire. Et donc, quand je fais de la bande dessinée, je le fais au-dessus de mes heures. Donc, je le fais le soir, le week-end, etc. Donc, c'est assez laborieux. C'est pas évident. De base, déjà, la bande dessinée, c'est un truc. Pour moi, on parle d'art, mais pour moi, la bande dessinée, c'est plus un artisanat. Donc, c'est vraiment chaque jour répéter les mêmes gestes, les mêmes mouvements. C'est un peu un boulot de moine copiste comme ça. C'est assez laborieux. Mais en plus, moi, comme je fais ça après mes heures, ça m'a pris à peu près 3 ans et demi, quoi, pour faire un album. Et donc, je ne peux pas imaginer, j'ai pas compté, mais je peux pas imaginer le nombre de fois où je me suis dit, bah, c'est bon, j'arrête.
c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, ça m'épuise. Et pourtant, j'y reviens tout le temps. Et pourtant, je me sens, ça me donne, quand même une énergie, quelque chose. Ça m'en prend beaucoup, mais ça me donne une énergie. Et ça a un effet vraiment libérateur. Oui, il y a quelque chose qui sort, alors qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, en tout cas consciemment ou volontairement, dans ce livre, des choses autobiographiques, tu vois. C'est une pure fiction. C'est pas, je raconte pas, en tout cas de manière directe ou frontale, des choses qui me concernent. On met toujours de soi dans une histoire, mais là, il n'y a pas une intention, tu vois. Il n'y a pas d'intention. Voilà, c'est ça. Et pourtant, voilà, il y a vraiment quelque chose qui sort, quoi. Il y a vraiment un truc. Allez, c'est presque drôle, mais c'est presque comme si tu as un truc coincé dans la gorge et qui t'empêche de respirer, qui t'empêche de vivre. Et c'est comme si le truc, tout d'un coup, ça y est, ça sort. Et c'est une libération incroyable, quoi. Et donc, après, j'ai continué, donc, et je continue encore de raconter des histoires, quoi. Mais entre-temps, je découvre, et ça aussi c'est étrange, et à mon avis, avec le recul, je me rends compte que c'est presque normal et que ça correspond à mon espèce de fermeture et de résistance comme ça pendant ces années. Tout en terminant ce livre, qui me semble vraiment cathartique, je découvre un truc qui existe qui s'appelle l'art-thérapie. Alors que l'art-thérapie, voilà. Et d'ailleurs, quand j'en parle à des gens autour de moi, ils me disent « oui, tu ne connaissais pas l'art-thérapie ?» Et je me sens comme un con. Et je dis « non, je ne connaissais pas l'art-thérapie. » Et pourtant, c'est une évidence, quoi. Ça, pour moi, à ce moment-là, de se dire, donc c'est utiliser l'art, des techniques artistiques pour pouvoir aider des personnes à se sentir mieux. Et donc, oui, c'est une pure évidence pour moi, qui est un truc à fouiller. Et donc, du coup, je m'enseigne, je commence à fouiller de manière frénétique, comme je le fais à chaque fois que je fouille. Et donc, je décide de me former, quoi. Et là aussi, pareil, c'est un peu, c'est toujours dans la retenue. Donc ça veut dire que il y a une espèce de boule de feu qui brûle à l'intérieur, une espèce de passion comme ça, mais c'est comme s'il y avait toujours cette petite voix qui me dit oui, mais tu sais, ça va peut-être pas marcher, c'est peut-être pas ton truc. Le petit machin réducteur qui a toujours été là. Et donc, je fais le cursus, mais pareil, en restant bien prudent, ou en tout cas en ne montrant pas trop mon enthousiasme et en gardant en mesure. Mais donc, pour clôturer ce cursus, on est obligé de passer par un stage, parce que bon, l'art-thérapie, ça ne s'apprend pas dans des bouquins. Ça ne s'apprend pas comme ça devant un écran ou quoi que ce soit. Non, il faut être devant des gens et il faut vraiment voir. Et ça, c'était une grande angoisse pour moi parce que c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, même si le cursus dure 2 ans, c'est vraiment que quand je vais faire le stage, que je vais avoir la réponse, est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et donc, et là, ça s'est plutôt bien passé. Et c'était vraiment une libération. Et ça, c'était, je pense, dans mon parcours de vie, le deuxième déclic. C'est-à-dire que avec l'art-thérapie ou la thérapie en général, j'ai commencé à sortir beaucoup plus de mon syndrome de l'imposteur.
qui m'a toujours suivi comme ça, comme une ombre. J'utilise beaucoup d'images, hein. Je suis un dessinateur. mais voilà, je dis pas que je ne l'ai pas encore là, hein, qui vient me susurrer dans l'oreille. T'es pas le gars, t'es pas l'homme. Mais je l'écoute beaucoup moins, quoi. Et c'est vraiment ce stage qui m'a fait dire, ouais, ok, je peux aller par là. Là, ça peut me correspondre. Et je pense que ce qui a confirmé ça aussi, c'était le fait que dans ce contexte-là, donc en fait, mon stage, ça a consisté à quoi? Ça a consisté à donner des ateliers d'art-thérapie hebdomadaires à des groupes de personnes précarisées. Et donc, en gros, l'essentiel du boulot, c'était les aider à reprendre confiance, à de nouveau voir qu'elles ont des capacités, de nouveau voir qu'elles peuvent faire des choses, qu'elles peuvent croire en elles, etc. Mais ce qui a surtout été motivateur pour moi, c'était le fait que ce soit un groupe de personnes que je ne connaissais pas, qui ne sont pas forcément au potentiel ou hautement sensibles, même si je pense qu'il y en avait. Quand ils me parlaient et quand je leur parlais, ben, j'avais l'impression qu'on parlait la même langue. Et donc ça, ça a beaucoup renforcé mon idée que c'était le bon chemin. Parce que je me suis dit, OK, là, je parle la même langue que quelqu'un. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, ben, si je fais plus ou moins bien mon boulot, ben, peut-être que je peux l'aider, quoi. Et ouais, ça c'était. Ouais, je pense que c'était le deuxième gros déclic pour moi. Ah oui, c'est une grande évolution par rapport à se sentir complètement décalé à chaque fois dans les groupes. Ouais. Ah, Et c'est presque comme un retour des choses, en fait. Parfois, d'ailleurs, même, ça me donne parfois peut-être trop d'impatience ou ça me provoque aussi un autre syndrome, c'est le syndrome du sauveur. Parce que, en fait, je réagis, je me rends compte que parfois, je suis un peu en réaction à cette espèce d'inertie ou de blocage dans lequel je suis resté des années, des décennies même. Et il y a presque une voix qui me dit eux, tu ne peux pas les laisser comme ça pendant des années. Eux, tu dois allez, tu dois faire ton possible pour qu'ils puissent sortir de cette bulle dans laquelle toi, tu es resté coincé trop longtemps, quoi. ouais, après, c'est toujours une question d'équilibre, quoi, parce que enfin, tant que c'est faire son possible et puis faire ce qu'on sent, après, ça me paraît pas trop être le côté délétère du syndrome du sauveur, quoi. Tant que c'est pas, oui, mais je vais te sauver. Non, mais faire son possible, avoir l'élan de faire son possible pour aider les personnes qui sont enfin, qui rencontrent les mêmes écueils que nous, ça me semble quelque Oui, chose de très positif, quoi. Mais du moment qu'on n'est pas attaché au résultat et puis qu'on n'a pas. ben, il y a ça, et essayer de se détacher du résultat, comme tu le dis, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, il y a le fait en tant que, sensible, ménager son empathie. Et ça aussi, finalement, ça ne peut être que bienvenu, cette activité de thérapeute pour moi, parce que c'était une de mes craintes d'ailleurs. Je me suis dit, mais attends, mais tu as déjà du mal à gérer tes émotions seul avec toi-même et tu vas gérer celles des autres. Et donc, elles vont venir s'ajouter dans ton sac, là, le truc énorme que tu te trimbales tous les jours. Et, euh, et donc, c'était un peu flippant. C'était un peu flippant au départ. Et en fait, je me rends compte que non, justement, il est là le truc. C'est d'aller. C'est presque une espèce
défi, en fait, de se dire non, je vais gérer le truc. Si tant est qu'on puisse le gérer, mais en tout cas, je vais faire en sorte que… et en même temps, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je peux pas, accueillir mes émotions et celles de mon patient, comment je peux lui expliquer à lui ou à elle qu'elle doit le faire, qu'elle doit essayer de le faire. Voilà, c'est pas cohérent. Voilà, là, je serai un imposteur. et donc, il est là tout le défi de dire, voilà, je suis obligé d'appliquer le truc à moi-même. Et c'est ça, et c'est même ça la première étape, quoi, finalement, de se dire, de pas juste être un vendeur de conseils, quoi. Tu vois, genre, faites ceci, faites cela. Ouais, mais toi, tu arrives à le Il faire. y en a beaucoup, ça, des gens qui conseillent, mais qui ne s'appliquent pas eux-mêmes leurs conseils, et puis qui peuvent être bons dans les conseils pour les autres en plus. Mais effectivement, là, ça reste de la vente de conseils. Et c'est pas aussi intéressant, je pense, et profond, enfin, Et il y que en la a, démarche d'être en accord, en cohérence. ouais, et il y en a trop, je trouve, d'ailleurs. Enfin, tu relèves le truc, mais enfin, quand tu t'intéresses à la psychologie, au développement personnel et que tu surfes un peu sur YouTube, c'est affligeant parce que tu passes ton temps à tomber sur des vidéos, les 5 clés de la réussite, les 5 clés pour ne plus jamais avoir de pensée négative. Enfin, tout ce baratin qui non seulement est mensonger, mais qui permet d'exploiter des gens et la détresse des gens. Et oui, et je pense que l'écueil, c'est vraiment ça, c'est de… Et je le fais, hein. Enfin, je veux dire, ça m'arrive de tomber là-dedans. Et j'essaie de me reprendre, de me corriger dès que je me vois le faire. Mais c'est ça, c'est de donner des conseils. C'est le pire truc que je pense qu'un thérapeute puisse faire. Donc, c'est de prendre cette posture haute, un petit peu. Moi, je suis celui qui sait, et je vais te dire comment tu dois faire, alors que c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision du truc, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien parler du fait. J'aime bien me présenter en tant qu'accompagnateur. Et j'aime bien cette métaphore, et c'est souvent celle que j'utilise en atelier ou en début de consultation. C'est de dire, j'aime bien cette image de dire, voilà, moi, je ne sais pas plus que vous, je vais vous accompagner. Et donc, on marche, vous marchez, moi, je marche à côté de vous, un rien en retrait. Mais je ne vous dis pas, allez par là. Non, non, c'est vous qui suivez votre chemin. Et moi, je vous suis et je vous accompagne. Et c'est vraiment ça l'idée, quoi. Et malheureusement, je vois un petit peu que quand je regarde tout autour, oui, on est un peu dans cette surabondance de donneurs de conseils, de mentors, un peu comme ça, qui vont vous dire, voilà, quoi faire, quand, comment, etc. Et vous allez voir, ça va être facile, alors que non. Et c'est pour ça que j'ai apprécié certains ouvrages que j'ai lus sur le haut potentiel ou sur la sensibilité. Et souvent, c'est vers ceux-là que je me suis le plus penché. C'est quand on ne vous ment pas dès le départ. On ne vous dit pas ça va être facile. On ne vous dit pas oui, vous n'allez plus jamais vous sentir décalé. Oui, vous n'allez plus jamais être submergé par vos émotions. Voilà, on ne vous ment pas de base, quoi. Et non. C'est toujours en plus l'écueil parce que des fois aussi, on va dire, ouais, ça va être difficile. Mais dans les deux cas, non, on ne sait pas. Oui. Et ils disent, ça va être difficile, mais il va falloir tenir ceci, cela. Puis ceux qui disent, ouais, vous allez voir, ça va être facile. Et puis, alors qu'on ne sait pas, ça peut être plus facile qu'on le pense, ça peut être plus difficile qu'on le croit. Et ça va. Et je pense qu'il va y avoir autant de versions qu'il y a de personnes, je crois surtout. C'est ça le truc. Et je le vois au travers des personnes que j'accompagne et que je rencontre.
et c'est ça qui me prouve encore plus qu'il n'y a pas une recette et qu'on ne peut pas avoir son petit cahier de recettes thérapeutiques et dire, OK, ben, première séance, je vais vous donner ça, puis après, deuxième, on va faire ça. Parce qu'il n'y a personne qui réagit de la même façon à chaque chose, quoi. Et donc, vraiment, chacun est différent. Par contre, d'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai aussi du mal euh, quand je ressens vraiment trop un cloisonnement. Je l'ai parfois ressenti sur les réseaux sociaux ou sur certains sites où il y a les atypiques et il y a les autres. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Les atypiques, ils sont forcément gentils et les autres, ils sont méchants parce qu'ils ne Ah, comprennent bah oui, en plus, là, c'est vraiment très binaire. Mais ça existe, oui. pas. Tu vois, mais voilà, je caricature pour faire comprendre mon idée, mais parfois, je l'ai aussi ressenti, quoi. Et, et, euh, et donc, même si je me suis intéressé, et je m'intéresse à tous ces aspects parce que voilà, je me sens concerné. Euh, j'ai peur de tout ce qui met dans un tiroir, de tout ce qui ressemble à une étiquette. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si difficile de se mettre d'accord et d'utiliser, on est quoi? On est surdoué, au potentiel, zèbre, Ah oui, atypique. ben, oui, les mots, bah, surtout, oui, en francophonie, on a surtout une surabondance de mots, et puis il y a toujours plein de gens à qui ça plaît pas. Et puis c'est vrai que même Ouais. atypique, on va dire, bon, bah, on met tous les atypismes dans le même, puis justement, voilà, il n'y a pas d'étiquette, il y a juste des atypiques. Mais ça crée quand même un peu une étiquette parce que ça peut créer un peu un clivage après entre des typiques et des atypiques. Alors, ah, Oui. c'est des questions, oui, délicates toujours ça. Et on arrive parfois aussi à des caricatures. Voilà. Moi, je sais que par exemple, je suis un hypersensible. Je pleure pas tous les jours. Mais je vois passer parfois sur les réseaux des choses où on nous dit que bah, quelqu'un qui est hautement sensible, bah, il pleure beaucoup. Non, voilà, il y a des sensibles qui pleurent beaucoup, qui sortent un petit peu l'émotion, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas la sortir et qui la gardent. Et il y a encore d'autres cas de figure, et c'est ça, il Oui. y a la nuance en fait. Puis pleurer, c'est pas la seule façon. Enfin, ça peut être, bah, par exemple, parler de la musique, ça peut être en jouant un instrument. On peut sortir, je pense, un peu la même chose que on pleure avec son violon, hein, on peut dire ça déjà, mais avec un autre instrument, ça peut marcher aussi. Mais enfin, c'est pas chacun a son moyen d'exprimer ses émotions. C'est pas parce que les émotions sont fortes, c'est sûr que ça va amener forcément des pleurs. Mais c'est vrai qu'il y a oui, des caricatures. Puis en plus, ce sont facilement, bah, on revient le truc binaire un peu toujours, c'est tout blanc ou c'est tout noir. C'est-à-dire que ou l'hypersensible, alors là, c'est super, il est plus gentil, il est plus ceci, il est plus cela, ou alors, oh là là, il pleure tout le temps. Enfin, bah, ouais, bah, on voit un peu la même chose avec les surdoués et le potentiel, hein. C'est soit la vision, sont des personnes qui sont plus intelligentes ou alors sont des personnes à problème qui sont Ouais. mal dans leur peau. Donc voilà, c'est tout magnifique ou alors c'est tout. Enfin, toujours une vision très contrastée. Puis on aime bien ces espèces de clichés très lumineux ou très sombres. Et puis C'est plus facile, c'est plus simple. Ce sont des raccourcis en fait. C'est un peu mais c'est un peu dommage. Mais je pense qu'on, voilà, c'est aussi un peu, euh, c'est un peu propre à notre époque. Au-delà même de la oui, thématique des hauts potentiels ou des hypersensibles, je veux dire, euh, tout est, ben, toi qui es écrivain, euh, voilà, enfin, je pense qu'il n'y a rien de pire que Twitter, par exemple. Twitter, c'est voilà, comment être le plus percutant possible, avec le moins de mots possible. Et, alors oui, parfois ça peut être intéressant ah d'avoir ouais, ces... tu peux en faire une version, oui. Mais, 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 mais c'est réducteur, quoi. C'est forcément réducteur à un moment ou à un Puis autre. ça encourage la polémique vraiment Twitter, hein. Bah, d'ailleurs, j'ai Judy Singer, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est à l'origine du terme neurodiversité. Elle Oui. disait si vous voulez si vous voulez connaître la paix mentale, hein, en tout cas, éloignez-vous de Twitter.
Ah, ah oui, carrément. Non, mais c'est vrai que tu mets des tweets qui sont pas polémiques, va générer beaucoup moins. Enfin, moi, ce que je voyais, c'est toujours ça. C'est les tweets qui génèrent beaucoup de trafic, de retweets, de commentaires ou tout ça. C'est les trucs les plus polémiques. Donc, ça encourage effectivement à des visions caricaturales. Oui. Bon, Ouais. c'est un peu, hein, comme tu dis, bien sûr, l'époque hein, qui veut ça, mais c'est vrai que c'est particulièrement condensé sur Twitter avec peu de caractères et Ah, donc tout de tout suite à une fait prise de raison. position tranchée. Ouais. C'est soit de blanc, soit de noir, quoi. Il y a pas, il y a peu de place pour la nuance sur Twitter. C'est ça. Ouais. Ouais. Heureusement, voilà. Maintenant, il faut aussi voir les bonnes choses. Je trouve qu'il y a aussi, il y a aussi le contre-pied et je vois aussi de plus en plus de choses, que ce soit sur le haut potentiel, l'hypersensibilité, le multipotentiel. Je vois de plus en plus de nuances aussi qui entrent, même sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que même sur les réseaux, même quand ce n'est pas un grand article et que ce n'est que une vingtaine de lignes, mais les choses sont plus nuancées aussi. Et voilà, il ne faut pas être trop noir. Je pense qu'il y a aussi des bonnes choses qui peuvent se faire en plus ou moins condensé. Je pense que plus on en parle aussi de ces thématiques-là et plus on a un discours oui, qui est moins, qui est enfin, plus nuancé, parce que c'est vrai qu'au début, bah, on en parlait peu, donc ceux qui en parlaient en général, c'est ceux qui avaient des avis, c'est un peu toujours la même chose, hein. Quand on a une œuvre artistique aussi, on va forcément avoir surtout visible les commentaires très négatifs ou très positifs. Et ceux qui sont plus nuancés ou même ceux qui sont enfin, moins extrêmes, même quasiment, je vais dire, on va pas les voir alors que c'est souvent les plus importants. Mais c'est vrai que là, on génère de plus en plus de réflexions autour de ces thématiques-là, donc on arrive de plus en plus à des discours qui sont plus équilibrés, plus nuancés, et plus justes. Hein. Parce que c'est vrai qu'au début, on a eu beaucoup ouais, les discours assez puis en plus, après, qui rentrent en opposition, quoi, hein, les discours ou très positivistes ou alors les très négativistes. Et puis après, c'est la guerre des tranchées. Donc, en plus, ceux qui ont des positions plus nuancées, donc du coup, ne veulent pas rentrer dans le conflit, donc quasiment vont se taire, hein, comme souvent la masse silencieuse qui Ouais, ouais, ouais. est plus raisonnée, mais qui ne veut pas rentrer dans l'arène comme ça, donc qu'on ne voit pas. Oui, parce que c'est pas ce qui attire. C'est pas ce qui attire malheureusement le plus de masse. Oui, c'est vrai. Bah, merci Wangsa pour cet échange. Et puis, je ne sais pas si tu veux parler un peu plus de ce que tu fais aujourd'hui comme activité. Ben, aujourd'hui, mon activité, elle se concentre surtout sur mon activité de thérapeute. Et donc, même si je me suis formé à pas mal de choses, ce que je pratique le plus, c'est l'art-thérapie et la thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on appelle aussi la thérapie ACT. En fait, pourquoi l'acte? Parce que l'acte, je m'étais rendu compte que l'art-thérapie, c'est un outil très puissant euh, en ce qui concerne l'expression. Et donc, notamment par le fait, rien que par le fait qu'on puisse passer par le non-verbal en art-thérapie. Finalement, on peut juste s'exprimer sur une feuille de papier et on a déjà avancé. On peut difficilement faire ça dans une thérapie classique où on est en face d'un thérapeute et le thérapeute lui dit allez, parlez-moi de vous. C'est beaucoup plus difficile voilà, si on est intimidé, si on a vécu un traumatisme, ce genre de choses, ou parfois juste la barrière de la langue. Il m'est arrivé de travailler dans des centres pour réfugiés. Ben, en fait, avec un dessin,
tout le monde se comprend, quoi. Donc C'est vrai, c'est une sorte de langage universel. ouais, c'est ça, quoi. Bon, après, tout le monde n'est pas égaux sur la façon de, de dessiner, mais ça va exprimer ce qu'on mais voilà, porte. ça, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir ou qui viennent à mes ateliers en art-thérapie. Euh, on ne dessine pas tous comme Léonard de Vinci, mais on sait tous dessiner. On sait tous se faire comprendre avec un petit dessin. Et donc, voilà, le tout est de passer cette étape, justement, de ce petit complexe. Donc voilà. Mais j'avais remarqué, donc avec l'art-thérapie, qui est très puissant pour l'expression, j'avais remarqué que si pour certaines personnes, euh, traduire finalement ce qu'on a posé sur le papier et essayer de le transposer dans sa vie, voire des changements. Si pour certaines personnes ça fonctionne, je remarquais que certaines personnes coinçaient complètement, quoi. Bon, maintenant, je dis toujours, c'est pas parce qu'on fait un petit dessin, c'est pas avec un petit dessin qu'on va changer sa vie. On a quand même des choses à accomplir. Mais j'ai remarqué que parfois, le dessin pouvait être un gros déclic pour la personne pour appliquer des actions. Mais pas pour tout le monde. Et donc, ça faisait un moment que je cherchais une thérapie un petit peu qui viendrait compléter l'art-thérapie. Et j'ai fouillé pas mal de choses. Et c'est vraiment avec l'ACT, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement, que j'ai vraiment trouvé quelque chose de vraiment complémentaire. Donc, c'est une thérapie de troisième vague, donc cognitive et comportementale. Et donc, il axe vraiment tout sur nos cognitions, nos pensées, nos émotions et notre comportement, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment je peux vraiment goupiller les deux, et c'est ce que je fais souvent, donc d'avoir vraiment, parfois, faire s'exprimer la personne à travers de l'art-thérapie ou ce qui s'en rapproche, et puis après, traduire vraiment dans la vie de tous les jours, à travers des comportements, des choses, le changement, quoi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je fais. Et en parallèle, je continue mes activités artistiques. Donc, je continue d'essayer de raconter des histoires et de sortir des livres. Et donc, voilà. Pour l'instant, je travaille sur un livre, mais comme je suis dans un domaine un peu différent pour moi, où je sors un petit peu de ma zone de confort, je n'en parle pas trop. Voilà, je préfère rester plus discret et on verra. Parce que je ne sais pas moi-même où je vais avec ça, et donc on verra, mais je continue d'avoir cette envie, en tout cas, de raconter et d'utiliser la fiction pour faire passer des choses, quoi. Ouais. C'est un peu, ouais, enfin, je trouve utiliser la fiction un peu comme le dessin. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent toucher, enfin, qui peuvent passer à travers des carapaces ou des choses comme ça de manière plus efficace qu'un langage plus. Oui, clairement, clairement. Moi, j'ai été bluffé, par exemple, c'est souvent tu sais, dans les salons, dans les festivals, où tu rencontres les gens et parfois tu rencontres des gens qui ont déjà acheté un de tes livres et donc du coup, ils te parlent de ton livre et de comment ils l'ont perçu, comment ils l'ont reçu. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est parfois quand les gens voient des choses dans ton histoire que toi, tu n'as même pas vues. Donc, ça veut dire que, voilà, qu'ils arrivent à percevoir quelque chose, mais qui est une évidence quand ils te le disent, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils te disent le truc et tu dis, ah oui, c'est vrai, j'ai raconté ça. Mais en tout cas, il y avait en tout cas pas une démarche consciente Oui. de ta part et tu dis waouh. Et je trouve que c'est vraiment derrière ce genre de truc que se traduit vraiment allez, quand on dit que quand on termine une histoire, que ce soit finalement une BD ou un roman ou quoi que ce soit,
à partir du moment où on l'a terminée et on la met dans la main du lecteur, elle ne nous appartient plus. Un petit peu, on dit ça de la musique aussi. Et je ressens ça aussi avec la musique. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient te dire ça, donc quand il a vu quelque chose que toi, tu n'as même pas vu dans ton histoire, pour moi, ça veut dire qu'il s'est vraiment approprié le truc. Donc, ce n'est pas juste s'identifier, quoi. C'est vraiment intégrer l'histoire. Et je ne connais pas de plus beau cadeau. En général, c'est ce genre de truc. Bon, maintenant, je ne suis pas un auteur populaire. Je n'ai pas tant que ça de retours, mais j'ai eu quelques retours comme ça et ça m'a toujours bluffé. Voilà, voilà les choses que les gens peuvent voir et aussi ressentir. Ressentir, parce que ça, enfin, je trouve que c'est… je ne sais pas pour toi, comment c'est pour toi, mais pour moi, quand j'écris une histoire, je pense que c'est sous-jacent, hein, c'est peut-être pas super conscient, mais c'est le truc qui me fait le plus flipper, c'est que finalement, l'histoire laisse indifférent. Donc, qu'il n'y ait pas d'émotion qui passe. Parce que finalement, même si ton histoire, elle ne plaît pas parce qu'elle a été dérangeante, pour moi, c'est quand même bien. Oui, sûrement, hein, c'est sûr, c'est toujours mieux que l'indifférence. Il y a quand même une émotion qui passe. Et quand il n'y en a pas du tout, et donc quand il y a des gens qui viennent rapporter les émotions par lesquelles elles sont passées, voilà, ça c'est toujours très bluffant et plutôt, voilà, ça met du baume au cœur, j'ai envie de dire, on se dit, ok, je ne l'ai pas écrit pour rien. Il y a au moins une personne qui a ressenti ça, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, oui, les choses inconscientes qu'on met dans les histoires. Et c'est vrai que quand c'est d'autres personnes qui nous les renvoient, c'est fort. Oui, ouais, et ça peut. C'est toujours. Il y a une part d'inattendu, en fait. Et je pense que c'est un petit peu ça dont je suis friand plus que de vendre mes livres, en fait. Quand je vais dans les salons ou dans les festivals, c'est de pouvoir croiser des gens et d'échanger avec eux sur ce que j'ai écrit ou sur ce que quelqu'un d'autre a écrit finalement. Hein. Mais vraiment de se dire voilà, comment une même histoire peut être perçue différemment. Et là, pareil que tout à l'heure, pour moi, une histoire peut être perçue d'autant de manières qu'il y a de gens, quoi. Donc voilà, la perception, c'est vraiment un truc. Et donc, je suis toujours curieux de ça. Voilà, c'est en gros mes activités, ce qui m'anime le plus et qui se complète bien, finalement. Ah oui, oui. J'ai vraiment. Voilà, je reste toujours. Parce que finalement, quand on écrit des histoires, on fait de la psychologie. Puisqu'on s'amuse à essayer de comprendre nos personnages et d'un petit peu de savoir où on va les mener et où leur psychologie va les mener. Donc, c'est plutôt… Voilà. Ça, en fait, même si je suis sûr que je ressens souvent le regard de personnes extérieures qui me voient comme quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui fait des choses différentes. Je ne ressens pas ça, moi. Enfin, tout me semble maintenant, hein, je le dis bien, j'ose le dire maintenant, mais tout me semble cohérent finalement. Ben oui, non, c'est ce qu'on ressent, effectivement, la cohérence. Mais après, c'est vrai que oui, il y a toujours ce truc un peu typiquement HP, la multipotentialité de l'extérieur pour des gens qui sont très spécialisés, on va dire, ça apparaît toujours un petit peu, oui, le côté touche à tout, bon, dit avec bienveillance ou pas, hein, de la part de certaines personnes, mais c'est vrai que c'est un peu la forme peut-être et touche à tout, mais dans le fond, il y a une cohérence, il y a une direction, une démarche. Je crois que le regard il est, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, il est essentiellement de deux types. Il y a le regard qui dit
il fait énormément de choses. C'est pas possible qu'il fasse tout bien. Donc, forcément, il fait en dilettante. Il est un petit peu dilettante. Ou alors, il y a le regard presque impressionné. Mais comment tu fais pour faire tout ça? C'est pas possible. Comment tu fais pour faire tout ça? Et presque, parfois, je le ressens comme si les gens ils s'imaginaient que je fais tout en même temps, quoi. Que je veux dire que j'ai une main qui dessine et l'autre qui soit impatient ou alors que non. Voilà, on se pose à chaque fois, voilà, pour faire un truc bien spécifique, ce qui n'empêche pas de revenir à ce qu'on a laissé de côté pendant un moment. Mais moi, voilà, c'est surtout ces deux regards-là qui. Mais oui, on revient encore dans des choses très contrastées, mais c'est vrai que alors là, très bien, le côté du regard ou admiratif ou au contraire plutôt dédaigneux, on va dire. C'est vrai que on est souvent un peu dans on a souvent affaire à des regards, en tout cas, oui, de cette nature-là, quoi. Ou c'est des personnes qui sont très admiratives, ou alors c'est impressionné, un peu comme tu disais tout à l'heure, ou alors c'est des personnes qui considèrent que oui, mais enfin bon, quoi, c'est en dilettante, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est un peu, oui, bon, voilà, c'est pas très sérieux, quoi, voilà. Donc, On ne peut pas être expert si on fait 4 trucs. oui, c'est ça, donc c'est pas très sérieux, oui, bon, tu t'amuses bien, quoi. Pour schématiser, c'est un peu vraiment ça, waouh, ou alors, bon, oui, tu t'amuses bien. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Et j'avoue que ce regard-là, je l'ai eu sur moi-même. Hein. Je veux dire, parce que j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours eu plusieurs activités et j'ai toujours été passionné par plusieurs choses en même temps. Ça me semblait normal. Mais je me souviens avoir eu parfois cet œil qui regardait l'autre sur le côté, par exemple, qui regardait celui qui ne fait que une seule activité tout le temps, toute sa vie, et en me disant, mais pourquoi je ne suis pas comme lui? Et je sais que il m'a fallu un moment pour même après mon premier déclic, je veux dire, euh, pour me dire, OK, c'est ma façon de fonctionner, quoi. Et c'est OK, en fait, de fonctionner comme ça. Et c'est surtout ça, en fait. C'est juste ça paraît bête parce que c'est une simple affirmation, mais de se dire, c'est OK d'être comme ça. C'est OK de fonctionner comme ça. Et oui, c'est juste une phrase, mais en fait, c'est un monde. C'est un monde Oui, à. c'est très important. Puis j'aime bien comment tu le dis, c'est OK, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'aurais tendance à dire c'est normal, alors j'aime pas trop la norme, donc Oui, dire c'est normal, c'est vrai que c'est pas. Enfin, je veux dire, si je pousse, je veux dire non, je n'aime pas ce mot-là, c'est pas une question de norme, donc c'est OK, ouais, c'est oui. Parce que pareil, très ouais, bien. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, je réfléchissais à ça, je me disais, mais comment je pourrais me définir? Et donc je parlais. Je me suis dit dans ma réflexion, peut-être le mot, peut-être qui serait peut-être le plus approprié, c'était atypique. Mais même atypique m'a dérangé parce que oui, atypique, c'est le contraire de typique. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu parles de normal. Et donc, c'est normal ou c'est pas normal de faire ça, la norme. Et de nouveau, voilà, c'est ce truc-là oui, qui m'ennuie parce que on dirait qu'on s'oppose toujours à quelque chose. Oui, oui, oui. On utilise ce genre de Et en terme. plus, t'es dedans ou t'es pas dedans, quoi. Ouais. Comme si tu C'est pouvais pas pas nuancé, c'est pas. avoir de nuances de nouveau, quoi. Et donc, être tout à fait typique pour un truc et complètement atypique pour un autre, quoi. Ce qui est possible aussi. Et donc, voilà, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas quels sont les meilleurs mots, mais on peut dire. Parce que même hors cadre, le truc, c'est qu'on pourrait dire on dépasse du cadre. Mais hors cadre, il y en a qui vont encore voir, il y a un cadre, et il y en a ceux qui sont pas dedans, et il y a ceux qui sont dedans. Alors là, non, c'est pas ça. Ouais, 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 ouais. Mais en fait, c'est parce je pense que le souci, il vient de vouloir peut-être mettre
un nom sur des personnes. Et en fait, je pense que le nom, il faut juste le laisser sur des spécificités. Donc, voilà, tu vois, c'est comme quand, allez, ça c'est quelque chose qu'on évoque parfois en psychologie ou en thérapie. Tu as quelqu'un qui entre dans un cabinet de consultation et qui dit bonjour, je suis Michel et je suis impuissant. Et c'est comme si je suis impuissant définissait toute sa personne. C'est comme si je vais rentrer, bonjour, je suis moins que ça, je suis atypique. Tu comprends? Voilà, c'est englober quelque chose d'immense, quelque chose de tellement vaste en un mot. Et rien que ça enferme le truc. Et donc, en psychologie, ben, voilà, on essaie déjà de recadrer la personne en lui disant, recadrer, tu vois, de recadrer la personne en lui disant, non, vous êtes Michel et vous souffrez d'impuissance. Et je pense que voilà, c'est peut-être plus par là encore une fois, je le dis avec à toute humilité et sans prétention, mais c'est peut-être par là qu'il faudra aller plutôt que de définir des personnes, plutôt de définir. Puis, je connais des exemples encore plus violents, parce qu'il y a des gens carrément, ils vont dire je suis atypique, je m'appelle Michel, quoi. C'est même avant le prénom, et puis je m'appelle simplement, mais je suis. Enfin, atypique ou un autre mot, mais enfin, c'est d'abord ça qui définit avant même le prénom. Et ça peut être, de ne se définir que par ça, en fait, finalement, de passer par voilà, cette spécificité, c'est moi. Je suis la spécificité, en fait, quelque part. Et en fait, ça peut être très enfermant. C'est un petit peu, ça revient à, tu parlais tout à l'heure d'étiquette. Mais il n'y a rien de pire, en fait. C'est vraiment ça. C'est le truc qui peut être très enfermant, l'étiquette. Et d'ailleurs, parfois, on voit des personnes qui sont au potentiel, qui découvrent qu'elles sont au potentiel et qui n'étaient pas heureuses avant parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Elles découvrent qu'elles sont au potentiel. Il y a, entre guillemets, une vague période d'accalmie où elles se disent ok, c'est ça. Et puis de nouveau, ça repart de manière très chaotique parce que de nouveau, c'est digéré comme une étiquette, une nouvelle étiquette et qui dit je suis différent, ok, mais quoi? Et c'est là qu'il faut, finalement, c'est pas juste. Et ben, après, c'est tout un chemin de creuser. Je pense que si j'avais eu juste mon déclic, mais rien derrière, finalement, j'aurais pu aussi rester complètement coincé. J'aurais pu, parce qu'on peut comprendre des choses, ou en tout cas, on peut lire des choses, entendre des choses, mais pas pouvoir les traduire dans sa vie ou pour soi. Et je ne suis pas sûr qu'on s'en sort mieux que quand on ne sait pas qu'on est au potentiel. Donc, à voir, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent, mais peut-être se dire, oui, peut-être pas dire je suis, mais je ne sais pas quel est le meilleur mot, je présente au potentiel, parce que c'est un peu bizarre aussi, mais je ne sais pas, enfin, un mot qui fait que c'est une spécificité, mais que c'est pas l'identité. Ouais. Oui. Et encore une fois, le langage en lui-même ne va pas forcément toujours changer ce qui se passe quand même dans la tête d'une personne. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. Oui, c'est sûr. Puis des fois, c'est un peu trop rapide aussi. Je vois les personnes, quand elles découvrent qu'elles sont potentielles, c'est un peu. Je ne me comprenais pas pendant des années, je ne comprenais pas, puis la différence par rapport aux autres et tout ça. Puis d'un seul coup, je comprends tout, c'est le HP, le potentiel, le ZEP, enfin, mais c'est comme si c'était la réponse d'un seul coup à tout. Et alors que, bon,
c'est sûr, comme tu dis, ça va durer un certain temps, puis après, ben, parce que ça peut donner des pistes et puis faire améliorer des choses, engendrer des processus, en tout cas, qui vont dans un sens de meilleure connaissance de soi, mais c'est pas un truc qui va résoudre tout. Surtout que je pense que ce n'est pas parce qu'on a compris la spécificité qu'on a compris le rapport de la spécificité à nous-mêmes. Mm. Alors oui, il y a peut-être une évidence comme ça, assez, entre guillemets, de nouveau un raccourci. On se dit, ah oui, oui, c'est ça. Mais je pense que oui, il faut creuser. Enfin, pour moi, c'est inévitable. Et je pense que le gros de mon blocage pendant toutes ces années, c'était le fait que il n'était même pas question de creuser, puisque d'office, je mettais un mur entre moi et la spécificité, quoi. Et donc après, seulement en ayant fait ce chemin laborieux, de dire, OK, on va casser le mur et on va quand même regarder en face la spécificité. Après, il y a le fait de, voilà, de gratter, de creuser, qui pour moi est une chance, puisque finalement, c'est ce qui fait… Enfin, ça continue de me passionner, je vais presque dire au départ narcissiquement, puisque c'était ma personne que j'essayais de comprendre, mais finalement, avec le recul, je, ça me permet de comprendre les personnes que j'accompagne, mais autant les personnes qui ont du haut potentiel que celles qui n'en ont pas, finalement, euh, pour vraiment aller gratter dans toutes ces nuances. Et pour moi, enfin, c'est ce qui vraiment me fascine et me passionne dans le job que je fais maintenant, parce que c'est sans fin. Voilà, j'avais vu d'ailleurs dans un de tes entretiens où tu disais que quand tu étais gamin, tu nourrissais le fantasme de tout connaître sur un domaine, je ne sais plus quel domaine. Et Bon, bah, c'était un peu tous ceux dont oui, j'avais mais l'idée. Hein. moi, ça m'a fait marrer, mais en même temps, ça m'a renvoyé une vérité, c'est que moi, je suis plus gamin, mais je nourris encore cette espèce d'illusion parce que voilà, je peux devenir obsessionnel, chercher l'intensité dans un domaine parce qu'il me passionne à un point fou. Et c'est ce que j'ai avec la psychologie et la thérapie ou avec l'art. Et j'ai envie de dire, euh, c'est tant mieux et c'est un bonheur, quoi. Moi, j'ai aucun problème à rester le gamin qui croit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que Bah, quand c'est quelque chose qui porte, hein, et que c'est pas quelque chose qui, parce que moi ça générait une espèce de stress, c'est-à-dire voilà, il fallait euh, arrêter tout le reste pour vraiment faire que ça, et puis il y avait une clé à trouver, quoi. C'est ça ce côté-là aussi, parce que toi tu dis c'est sans fin, c'est une creuse, c'est quelque chose qui me nourrit tout le de. temps, en fait, ouais. Mais oui, c'est ça. Alors que moi, enfant, c'était un truc que je cherchais comme s'il y avait une clé. Il y avait un moment où tout, voilà, on avait tout compris, tout éclairé, tout. Et donc, il y avait une angoisse du truc inaccessible, en fait. Bah après, mais déjà au début, il y avait un trop de, c'est-à-dire on mange plus, on dort plus tant qu'on n'a pas tout compris. Donc il y avait cette tension-là. Et puis après, oui, la frustration et puis l'angoisse de pas arriver jusqu'au bout et puis la frustration de se rendre compte que bah non, c'est trop nuancé, complexe, infini pour être capté comme ça. Ouais. Donc, du coup, Mais j'aime bien justement, moi j'aime beaucoup le creuser, hein, parce qu'effectivement j'ai l'impression déjà que quand on creuse, c'est déjà autre chose, effectivement. La démarche est un peu haute. Moi, c'était des trucs comme je sais pas quel est le meilleur mot, comment je pourrais dire, mais c'était le coup de connaître, voir ou acquérir une connaissance ou tout ça, quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose déjà qui était trop, euh, pas assez dans la curiosité. Il y avait quand même de la curiosité, mais trop, quelque chose qui est
qui est moins patient, quoi. J'aime bien comment tu le dis parce que c'est creuser. Bon, c'est peut-être obsessionnel comme tu dis, mais c'est creuser. Il y a une certaine patience, puis c'est nourrir, et puis c'est aimer découvrir et tout ça. Et moi, il y avait pas trop ça enfant. C'était aller beaucoup au but, quoi, comme s'il y avait un but, quoi, et pas prendre en plus le plaisir aux étapes. Alors, encore une fois, comme tu l'as dit, tu étais enfant. Donc Oui. déjà, avec ce que tu possèdes de sagesse et d'expérience, tu as fait avec ça. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça que c'était peut-être plus inconfortable. Parce que je sens, moi, que oui, forcément, en tant qu'adulte, je n'ai pas d'angoisse. J'ai pas d'angoisse de manque. C'est plus une faim. Je ne sais pas comment l'expliquer, Mm. mais c'est pas une faim. C'est oui, c'est une fin de connaissance en fait. C'est une fin de savoir, mais euh, de compléter. Et alors, il y a quelque chose de très jouissif quand parfois même et ça c'est de l'ordre de l'intuition qui peut se rapprocher de l'hypersensibilité, mais c'est vraiment, parfois tu lis, tu fais des recherches sur des choses et tu as l'impression que tu bifurques. Et en fait, non. Mm. Il y a quand même quelque chose qui, à un moment donné, fait qu'on retrouve ce dont finalement je te disais tout à l'heure, cette cohérence. Il y a une cohérence. Alors que toi, tu as l'impression que tu ne l'as pas spécialement cherché. Tu es dans une recherche, je ne vais pas dire frénétique, mais en tout cas, un petit peu, tu fonces comme ça, et voilà, tu manges, tu as faim, donc tu es un peu comme Pac-Man et tu attrapes les trucs comme ça. Mais au final, quand tu prends du recul et que tu digères un petit peu, là, tu te dis, waouh, en fait, oui, ça s'est imbriqué, ça s'est emboîté de façon logique et ça fait sens. Et moi, pour moi, c'est génial, quoi. Enfin, c'est quelque chose que. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que, voilà, que j'aime autant la psychologie ou l'art ou la musique, parce que c'est infini. C'est infini à ce niveau-là. Il peut pas, j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir de limite. Ça veut dire que tu peux toujours découvrir. Tu peux toujours, entre guillemets, t'émouvoir devant quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas être blasé. Tu vas à un moment ou à un autre. Pourtant, tu peux te dire, ben oui, mais en musique, il n'y a que cette note. À un moment donné, tu as une guitare, tu as fait le tour, quoi. Ben non. Ben non. Et pour moi, c'est presque de l'ordre du magique, quoi. C'est quelque chose. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve passionnant d'accompagner des personnes, par exemple, et que je trouve ça aussi super passionnant que chaque personne soit unique, qu'elle soit atypique ou pas, ou ce qu'on veuille, quoi. Je trouve ça génial parce que c'est une richesse à chaque fois nouvelle et nourrissante. Voilà, vraiment. Mm. Je m'emballe, je suis un peu passionné là. Ah, c'est magnifique, hein. Avoir cet élan, cette passion, puis c'est vrai que c'est infini et que là, tout est, oui, tout est, il y a toujours, on peut comprendre des choses, accéder à des choses comme ça merveilleuses, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas encore une autre porte et puis encore autre chose derrière d'encore plus ou tout autant. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce côté, oui, infini, voilà, de cette découverte et de ce truc. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus, en fait. Ouais. C'est vraiment, que ce soit dans la création ou dans le fait d'accompagner des personnes, voilà, cette découverte constante, en fait. Euh, euh, Parce que je pense que c'est c'est une allez, des choses
Oui, qui me nourrit le plus, c'est la curiosité en fait. C'est vraiment voilà, d'être curieux de ces choses-là et de ce qu'elles portent, de ce qu'elles amènent. Et la surprise aussi. Ça, c'est un truc, la surprise à chaque fois. C'est quelque chose. Dans l'art, c'est un truc, euh, un artiste peut être surpris même après avoir bossé 50 ans dans le même atelier sur les mêmes matières, il peut encore avoir des surprises. Je ne suis pas sûr qu'un comptable ou voilà, en tout cas pas sur sa comptabilité. Il va peut-être l'avoir dans les rencontres qu'il va faire, des choses comme ça, mais voilà. Et c'est cet infini-là. Et je pense que c'est des choses comme ça qui me faisaient peur quand, quand par exemple, j'avais 12 ans et qu'on m'a dit que j'avais bien réussi mon test de QI. Je pense que c'est ça. Je me suis dit, wow, non, moi, je ne vais pas, je vais m'ennuyer, quoi. Si je vais par là, je vais m'ennuyer. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi dans le livre de Christelle Petit-Colin. C'était vraiment, je pense que c'est elle qui parle des trois choses qui animent et qui sont essentielles au potentiel. Je pense qu'elle parlait de l'intensité, la complexité et le sens. Et en tout cas, chez moi, ça se traduit tous les jours. Tous les jours, même dans les plus petites choses, et parfois à mon grand malheur, hein. Pas toujours dans le bon sens, hein. Donc, parfois, voilà, c'est le fait de ne pas trouver d'intensité ou de complexité ou de sens, ça me rend terriblement malheureux, quoi. Et je m'en étonne encore moi-même maintenant, parfois avec un rien. C'est une toute petite chose, quoi. Heureusement, voilà, mon parcours maintenant me fait percevoir et prendre du recul beaucoup plus vite qu'avant quand j'ai ces choses-là. Mais je reste persuadé que je ne pourrais pas créer de la même manière si je ne vivais pas ces moments-là. Et quand je parle de ces moments-là, je ne parle pas que des bons, je parle des mauvais, voire des très mauvais. Donc, ça veut dire des moments où je me sens vraiment pas bien, pas à ma place, décalé, en mal-être, etc., submergé. Je pense que c'est ma matière première presque. Ouais, il y a un truc aussi, enfin, je ne sais pas pourquoi, puis je ne sais pas si c'est plus marqué chez le HP ou typique, je sais pas, mais d'un côté, c'est vrai que quand il y a quelque chose, des fois, qu'on vit de manière perturbante, on va dire, c'est souvent, ça augure souvent un moment où, au contraire, on va être très porté, où on va avoir une espèce de révélation, ou dans la créativité, ou dans le. Enfin, je remarque, et j'aimerais bien que ça soit autrement. En tout cas, je me dis non, pas forcément. Enfin, c'est-à-dire, quand on vit le truc un peu submergent, perturbant, on est content de penser que ça va peut-être annoncer quelque chose comme ça, mais après, on se dit, mais il n'y a pas besoin de passer par là pour nourrir, mais on dirait quand même que, enfin, j'ai toujours l'impression un peu il y a c'est comme s'il y avait une vague un peu et que d'abord, elle part dans un sens avant. Ouais. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben, oui, je pourrais m'en passer, quoi. Et pourquoi je ne pourrais pas directement arriver Eh au oui, bon oui, c'est ça. sans me farcir le raz-de-marée qui passe avant. Ouais. Oui. Mm, c'est quelque chose encore, oui, qui parfois me passe par la tête, mais j'ai appris et je continue d'apprendre à me dire que, OK, ben, le raz-de-marée est là, on va surfer, quoi. Et d'ailleurs, c'est une métaphore de l'acte. Donc, c'est d'apprendre à surfer sur les vagues, quoi. Donc, pas lutter contre elles ou de pas les fuir, mais de surfer sur les vagues. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est de dire, mais voilà,
tu ne peux pas faire grand-chose. La tempête est là. Et donc, le seul truc que tu as à faire, c'est de te laisser porter par le truc, sans que ça te submerge trop et que ça te noie, soit par ta lutte, soit par ta fuite. Et on va dire que j'avance. Mais je suis un peu comme toi, oui, j'ai un peu l'impression que souvent, ces états de, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais ces états de crise sont souvent propices à créer quelque chose. Pas forcément que moi, je crée quelque chose, mais ça crée quelque chose, quoi. Ouais. En tout cas, c'est pas très original, mais maintenant, et en plus, en préparant cet entretien avec toi, donc ça m'a un peu obligé à porter un regard un peu introspectif sur ma vie et sur mon parcours. Finalement, ce n'est que ça chez moi. C'est quasiment que ça. Ce ne sont que comme tu dis, des fluctuations, mais importantes, quoi. Des montagnes russes, avec à chaque fois une descente très importante, mais toujours suivie par une remontée importante. Pas forcément visible de l'extérieur, hein. C'est peut-être juste quelque chose qui modifie les choses à l'intérieur et bouscule les choses à l'intérieur. Mais en tout cas, oui, ça a fonctionné toujours à peu près comme ça, quoi. On verra pour la suite. Ok. Merci Wongsa pour cet entretien très riche. Oui, on a dépassé le temps. Merci à toi de m'avoir invité. C'était très intéressant, très riche en tout cas, oui, en effet. Merci. Merci à toutes et à tous.